Je vous propose de reprendre et de passer à l'année 2015. Bon, nous avons 2015 et 2016. Il n'y a encore personne pour 2017 parce que quand j'ai fait le programme de ce colloque, c'était avant décembre, c'était en juin dernier. Nous en étions donc à 2016. Si nous recommençons l'an prochain, je pourrais prendre 10 livres de 2017 peut-être pour changer de formule. Je pensais, en écoutant Andrea Del Lungo tout à l'heure, à cette formule qui court à travers tout le XIXe siècle. On ne peut pas se mettre à la fenêtre et se regarder passer dans la rue. Formule d'Auguste Comte, notamment. Et c'est un peu celle-là qui est transgressée par certains de nos critiques de fiction aujourd'hui, qui se mettent à la fenêtre et se regardent passer dans la rue. Et c'est aussi un peu ce qu'a fait parfois Marc Escola dans certains de ses ouvrages. Mais celui dont il nous parlera aujourd'hui, il est écrit avec Sophie Rabault, qui n'a pas pu se joindre à nous, qui avait été invitée, puisque les livres sont écrits à deux, puisque c'est une pratique qui maintenant, quelqu'un évoquait les travaux collectifs, cela se fait. Donc Sophie Rabault n'est pas là, mais Marc Escola va parler vous allez parler pour vous deux, de littérature seconde ou la bibliothèque de Circé, sous le titre « Comment les œuvrent-elles dans le temps ». Merci beaucoup. Je dois me livrer devant vous à un douloureux exercice de ventriloquie, puisque je me trouve aujourd'hui devoir rendre compte seul d'un livre écrit à quatre mains, en l'absence donc de celle avec qui j'ai échafaudé de longues années durant cette bibliothèque de Circé, ma complice et amie Sophie Rabault. C'est le moment de redire le mot de Montaigne, que la perte d'un ami emmura comme on sait dans sa propre bibliothèque. Nous étions à moitié de tout. Il me semble que je lui dérobe sa part. J'étais déjà si fait et accoutumé à être deuxième partout qu'il me semble n'être plus qu'à demi. En l'absence de Sophie Rabault, il me semble que je ne peux plus aimer notre livre qu'à moitié. Et qu'en vous en parlant seul aujourd'hui, je lui dérobe un peu plus de sa part. L'ouvrage paru en 2015 aux éditions Quimé est issu d'un séminaire donné 7 ou 8 ans plus tôt au sein du département de français de l'université Saint-Joseph de Beyrouth, à l'invitation de son directeur d'alors, le professeur et romancier Sharif Majdalani, soucieux de répondre à une double demande de ses étudiants, le besoin d'une part d'un séminaire de théorie littéraire qui ne soit pas un panorama de la théorie française des années 1970-1980, mais qui vienne présenter et mettre en œuvre la théorie des textes possibles que nous cherchions alors à développer au sein de la toute jeune équipe Fabula, dans la lignée des travaux menés par Michel Charles à l'École normale supérieure au milieu des années 1990. Le souhait, d'autre part, d'un atelier de création littéraire ou d'écriture créative, comme on le dit désormais, par un anglicisme qui mériterait à lui seul commentaire. En Sharif Majdalani, le romancier autant que le directeur, et le romancier peut-être plus que le directeur, rechignait à voir s'ouvrir un tel atelier d'écriture, mais il avait bien perçu ce que la notion de texte possible pouvait receler de potentialité émancipatrice, si j'ose dire, en ménageant des passerelles entre la lecture et l'écriture. Cette demande d'un enseignement de la création, qui se fait jour un peu partout dans le monde depuis le début du XXIe siècle, on doit la comprendre, je crois, comme le signe d'une fatigue du commentaire, sans doute due à l'effondrement des deux grands paradigmes d'interprétation qui ont dominé le XXe siècle, le marxisme et la psychanalyse. Le signe aussi d'une usure d'un mode de relation aux œuvres qu'on peut nommer herméneutique, d'une désaffection peut-être à l'égard de la critique littéraire en tant que celle-ci s'attache à la signification historique ou actuelle des œuvres. Le succès rencontré dans ces années-là par la notion de texte possible peut s'analyser aussi comme une réaction au climat crépusculaire qui était celui des études littéraires au début de la décennie dont nous parlons aujourd'hui, un crépuscule à peine troué par la leçon inaugurale d'Antoine Compagnon en novembre 2006 et dont Tzvetan Todorov brossait le tableau le plus sombre
quelques semaines plus tard, début 2007, pour déclarer la littérature en péril. C'était le titre de son ouvrage paru chez Flammarion. On débattait alors, souvenez-vous, de la possible extinction des études littéraires, débat que j'avais pris l'habitude de trancher publiquement en ces termes, que certains ont sans doute déjà entendu, notamment dans les jurys de thèse. Une discipline peut en effet mourir de son esprit de sérieux, c'est-à-dire d'un excès d'érudition. On peut mourir d'overdose. Mais revenons au séminaire de Beyrouth. Son programme était d'emblée celui qui a ensuite décidé de la composition du livre. Il s'agissait d'étudier classiquement la fortune, qu'on disait autrefois, d'un épisode de l'Odyssée. Il s'agit du séjour chez Circé, au chant 10 de l'Odyssée, qui voit la métamorphose des compagnons d'Ulysse en cochon, en confrontant, ce qui est moins classique, deux séries de textes seconds, institutionnellement distinctes. D'une part, la série des réécritures attestées de l'épisode, qui sont très nombreuses, de Plutarque à Joyce dans Ulysses, en passant par La Fontaine dans la fable liminaire du troisième recueil. D'autre part, je n'ose plus dire et en même temps, la série des commentaires auxquels ce même épisode a donné lieu, dans la tradition érudite, dans le discours savant d'Apollonios de Rhodes ou Lycophron à Victor Bérard, ou plus près de nous, Michel Serres. Le projet consistait à confronter systématiquement les gestes du commentaire savant apparemment le plus rigoureux et les opérations de libre transformation d'un texte dont sont issues les réécritures. Et l'ambition était de mettre en lumière la parenté entre la littérature secondaire, si on adopte en français l'usage allemand de Sekundärliteratur pour désigner les commentaires, la production académique, et la littérature au deuxième degré, si on adopte la locution choisie par Gérard Genette dans Palimpseste, pour désigner les textes issus de la transformation ou de l'imitation d'un texte premier. Pour dire les choses plus simplement, il s'agissait de montrer, sur le cas d'école constitué par cet épisode de l'Odyssée, mais on aurait pu le faire aussi bien sur une tragédie grecque sans doute, que le commentaire le plus scrupuleux s'autorise des interventions sur le texte qui revient à le transformer profondément, quand les réécritures naissent ou révèlent en tout cas une interprétation du texte premier et fonctionnent à la façon d'un commentaire. De faire cette démonstration-là. Alors je ne peux pas l'esquisser ici, encore moins la détailler, mais je vais en expliciter seulement les deux postulats centraux, qui sont deux propositions théoriques que j'énoncerai d'abord sous leur forme abrupte, apodictique pour le plaisir, avant de les gloser un peu pour les soumettre au débat, et ça sera l'essentiel de mon propos aujourd'hui. Le premier postulat est repris au bénéfice de cette bibliothèque de Circé d'un précédent ouvrage paru sous ma seule signature et consacré à la lecture de La Fontaine, ouvrage intitulé Lupus in Fabula. Et le postulat donc s'énonce ainsi: il n'est pour les textes littéraires que deux façons d'assurer leur pérennité, leur constitution en hypotexte qui les fait revivre dans un hypertexte, une réécriture, le renouvellement de leur signification dans des interprétations neuves, les commentaires. On voit mal qu'on puisse distinguer rigoureusement les deux dynamiques au prétexte que l'une relève de la littérature et requiert d'authentiques auteurs, tandis que l'autre intéresse la réception et demande seulement de rigoureux interprètes. Ces deux procès sont en réalité étroitement solidaires. Réécriture et commentaires s'élaborent dans un espace commun, celui des possibles du texte source. Le deuxième postulat est étroitement solidaire du premier. Si la diversité des interprétations et des réécritures à laquelle un même texte peut donner lieu est diachroniquement attestée, on doit pouvoir en rendre compte synchroniquement. Non qu'il faille postuler que le texte enferme ou contient en puissance toutes les lectures et toutes les réécritures dont il est passible. Il ne s'agit pas de nier l'arbitraire des interprétations, leur inscription dans l'histoire, l'inaliénable inventivité des créateurs, mais on posera que les opérations de réécriture ou de commentaire répondent chacune à leur façon à la pluralité, aux incohérences locales, au silence du texte premier. Je gloserai maintenant ces deux déclarations de principe. Le premier postulat, vous l'aurez sans doute compris, vise à donner une unique réponse à la question qui fait aujourd'hui le titre de mon propos: comment les œuvres œuvrent-elles dans le temps, comment les œuvres durent-elles? Et il invite à penser l'une par l'autre, dans les mêmes termes, les deux dynamiques qui font la vie et la durée des œuvres en assurant le renouvellement de leur public. Deux exemples ici pour éclairer la chose.
Les contes de Perrault nous seraient-ils aujourd'hui encore familiers s'ils n'avaient régulièrement fait l'objet, depuis 1695, de réécriture, d'imitation, de réemploi, d'adaptation et de détournement parodique? Le recueil de Perrault offre l'exemple d'un de ces classiques qui n'ont quasi plus de lecteurs dans leur texte original. Qui sait encore que les contes en prose de Perrault comportent des moralités en vers? La plupart des éditions même les suppriment. Et pourtant, les histoires de Perrault demeurent vivantes dans toutes les mémoires, contaminées, bien sûr, par d'autres versions, celle des frères Grimm et celle de Disney, que tout le monde connaît beaucoup mieux que les versions de Perrault. Autre exemple, comment comprendre qu'au sein du corpus des tragédies grecques qui nous ont été conservées, et qui est un effet très étroit, Antigone ou Édipe nous soit aujourd'hui plus immédiatement accessible, à tous les sens du terme, que, disons, les Troyennes, nonobstant l'adaptation proposée par Sartre en 1965, ou les Suppliantes. Sinon parce que les interprétations délivrées par Hegel pour la première et par Freud pour la seconde ont suffisamment renouvelé la signification attachée à leur texte pour assurer aux deux tragédies en question un public absolument imprévu de Sophocle et une signification sans doute absolument imprévue de l'auteur de ces tragédies, quel qu'il soit. Le parcours proposé dans la bibliothèque de Circé vise à traiter dans les mêmes termes les transformations hypertextuelles, les réécritures, et les transformations métatextuelles, les commentaires, comme autant de variantes délivrées dans le texte considéré. Commenter un texte ou le réécrire, c'est, pour Sophie Rabault comme pour moi-même, déduire de la lettre du texte premier le complexe des textes possibles dont le libre jeu ouvre l'œuvre à l'historicité. Et nous avons proposé de nous penser sous le nom de littérature seconde, cette zone très indécise où commentaires et réécriture échangent leurs gestes et parfois même leurs ambitions respectives, et d'appeler secondarisation l'ensemble des procédures par lesquelles un texte vient au jour dans les marges d'un autre, quelle que soit sa finalité affichée. L'essentiel de nos analyses a dès lors consisté à mettre en lumière les gestes communs aux commentaires et aux réécritures, ainsi par exemple de la fragmentation imposée au texte premier pour réélaborer son matériau, ainsi des opérations d'addition ou de soustraction imprimées à la lettre du texte, ainsi de l'assignation d'un genre ou d'un registre à l'œuvre retenue. C'est un fragment d'épopée, mais on peut choisir de le lire ou de le réécrire comme une fable, comme un conte, comme un roman, ou encore des décisions de recontextualisation. Ici encore, impossible pour moi d'illustrer cet éventail d'opérations et de montrer cette communauté de gestes dans des commentaires, dans des réécritures. Je signalerai simplement un des temps forts du livre, pour autant qu'il me soit permis d'en juger, c'est l'analyse croisée des commentaires philologiques de l'épisode par l'érudite et traductrice Anne Dacier, au tout début du XVIIIe siècle, au cœur de la seconde querelle d'Homère, on est en 1716, seconde querelle des anciens et des modernes, et des audaces de Joyce, dans l'épisode correspondant de Ulysses, qui date de 1922, épisode dans Ulysses qui tient, comme vous le savez peut-être, dans l'évocation d'un rituel sadomasochiste. La philologue française et le romancier irlandais, pour des raisons qu'on ne peut guère imputer à une fantasmatique à chaque fois singulière, nous montrent Ulysse entrant dans une maison de passe. Mais non pas exactement pour consommer. Il a un autre emploi, si j'ose dire, des maisons de passe. Il s'y arrête pour d'autres raisons. Alors pour le détail trépidant des scénarios correspondants, je vous renvoie aux chapitres 6 et 7 de l'ouvrage, ce qui vous fait 2 raisons au moins de faire l'acquisition de l'ouvrage. Si je retiens cet exemple, ce n'est pas seulement pour l'argument commercial, c'est qu'il rend manifeste le point sensible, si je puis dire, de la démarche et la réfutation que vous avez peut-être été tenté d'opposer d'emblée au premier postulat. La réfutation, elle tient dans l'autorité du texte. Qui lit pour commenter, a fortiori dans un contexte académique comme le nôtre, regarde le texte comme nécessaire, doué d'une forme d'autorité, par quoi le commentaire se voue à justifier le texte tel qu'il est, comme le meilleur possible. Quand celui qui lit pour réécrire, avec la liberté de l'écrivain, celui-là se défait de toute révérence à l'égard du texte source pour parvenir à l'imaginer autrement, en traquant dans sa lettre même la possibilité d'un autre texte. C'est précisément cette autorité du texte que 2 entreprises théoriques à peu près contemporaines,
sont venus ébranler ou contester en amont de la décennie dont nous parlons, dans les toutes dernières années du XXe siècle, pour libérer de nouveaux usages des textes littéraires et de nouvelles formes de discours critiques. C'est Michel Charles déjà mentionné dans un manuel qui s'intitule « Introduction à l'étude des textes », paru en 1995, et c'est la série des premiers essais de Pierre Bayard, inaugurée aux éditions de Minuit par le hors-sujet « Proust et la digression » en 1996, suivi surtout par Qui a tué Roger Ackroyd en 1998, puis Comment améliorer les œuvres ratées, enquête sur Hamlet, en renouant avec une liberté d'intervention sur les œuvres qui n'est pas sans exemple dans l'histoire de la littérature. On l'oublie trop souvent. L'introduction de la bibliothèque de Circé esquisse une très rapide histoire des rapports entre commentaires et réécriture, en s'attardant sur 3 époques où le texte ne faisait pas autorité et où les critiques s'autorisaient à modifier la lettre du texte au bénéfice de la vie même des œuvres. Ces moments qui sont très sommairement distingués, ce sont ceux de la poésie lettrée de l'époque alexandrine, celui de la translatio médiévale, et puis cet âge classique français où les différentes querelles révèlent des critiques dialoguant d'égal à égal avec les auteurs et leur suggérant des variantes ou des amendements. Les essais de Pierre Bayard sont venus signaler que nous sommes sans doute entrés dans une nouvelle période d'affaissement de l'autorité de l'auteur, et j'en verrai un signe symétrique et paradoxal dans l'actuelle hantise du plagiat. Si on parle autant de plagiat, c'est sans doute qu'on est dans une époque où l'autorité de l'auteur, paradoxalement, est en train de s'affaisser. Cette convergence entre les leçons de Michel Charles et les enquêtes de Pierre Bayard a beaucoup compté pour Sophie Rabault comme pour moi-même, et après nous pour toute une génération de jeunes chercheurs, parmi lesquels je veux citer au moins Florian Pénanec, Arnaud Velfringer, Laure Desprétaux, tous soucieux de renouveler non plus les approches critiques sur les œuvres, mais le discours selon lui-même, en s'autorisant par principe à imaginer le texte autrement, ce qui ne va pas sans humour, bien souvent, et une forme calculée d'irrespect à l'égard des œuvres. Je me suis expliqué ailleurs sur les liens entre la théorie littéraire ainsi entendue et l'humour. Je ne peux pas y revenir aujourd'hui, sinon pour rappeler cette maxime d'un vrai philosophe, s'expliquer sur l'humour, c'est comme disséquer une grenouille, cela ne sert pas à grand-chose et à la fin la grenouille meurt. Cette décision de principe peut se dire encore autrement, donner priorité à la littérature possible sur la littérature réelle en émancipant le discours de l'obligation de justifier le texte tel qu'il est. C'est là le point décisif, soit encore pratiquer une lecture des œuvres qui ne regarde pas vers le passé dont elles viennent, mais vers le futur où l'on veut les accompagner. Ce souci d'une lecture au futur est au cœur du second postulat, manière de pari théorique hérité d'un structuralisme partout décrié et qui tient dans la formule déjà énoncée, mais que je vous rappelle, si la diversité des interprétations et des réécritures à laquelle un même texte peut donner lieu est diachroniquement attestée, on doit pouvoir en rendre compte synchroniquement. Comment ? En élaborant une méthode de lecture qui substitue au préjugé de la cohérence du texte, ou de sa perfection, ou de sa complétude, qui est le préjugé qui commande habituellement nos commentaires, un principe de pluralisation pour déduire méthodiquement de la lettre du texte l'éventail des possibles dans lesquels la double postérité littéraire et critique de l'épisode s'est, par hypothèse, élaborée. Et notre livre s'ouvre ainsi sur une analyse de l'épisode du chant 10 de l'Odyssée, l'épisode de Circé, qui traque dans le texte tout ce qui fait signe vers des possibles non exploités, susceptibles de conditionner au même titre l'exégèse et la réécriture. Je donne quelques exemples, ainsi de l'hypothèse pessimiste formulée par tel personnage, Euryloque, que la suite de l'aventure invalide, ça finit bien, mais qu'on pourrait prendre au mot. Ulysse est-il bien prudent dans l'aventure ? Ou bien des silences du texte sur la nature exacte du cerf que Ulysse et ses compagnons dévorent au début de l'aventure, ou des loups et des chiens qui gardent le palais de Circé. Faut-il les regarder comme des animaux ou comme des êtres humains métamorphosés par Circé ? Le texte n'en dit rien. La question n'est pas tranchée par le texte, et il y a place à la fois pour une spéculation herméneutique et pour une réécriture, et peut-être, dans notre point de vue, les deux à la fois. Ou encore de la valeur à accorder à la plante magique, la fameuse Molly, donnée par Hermès et réputée protéger Ulysse des sortilèges de la magicienne.
De quoi donc le talisman ne protège-t-il pas le héros si celui-ci se voit contraint à son corps défendant de monter au lit de la belle Circé, comme dit le texte grec. Et à propos de ce talisman, de cette herbe, Madame Dacier parle d'un insuffisant préservatif. Ou encore, autre exemple, du scénario de l'oubli de la patrie, dans cet épisode, qui hante la fin de l'histoire, mais où il reste finalement sans effet. Et pourtant, ce scénario se trouve avoir des suites, si l'on ose dire. C'est un texte possible qui accouche d'un texte bien réel, chez Hésiode, et non pas chez Homère. Hésiode qui fait naître un fils de l'union d'Ulysse et Circé, un Télégonos qui finira par tuer son père, faute de le reconnaître. Voilà l'exemple d'un texte possible devenu texte réel, en quelque sorte. Ces quelques échantillons de textes possibles pourraient laisser penser que pareille description procède en quelque sorte à rebours, et que, péchant par téléologie, elle ne cherche dans l'épisode que ce que la postérité y a déjà aperçu. Le détail de l'analyse, en réalité, révèle qu'il y a encore bien de la place dans les rayons de la bibliothèque de Circé, bien des possibles encore inexploités, et qui restent donc à écrire. Nul n'a songé encore à raconter, par exemple, quel pari engagé entre Hermès et Circé a pu conduire Ulysse dans l'île d'Aiaïe. À l'arrivée d'Ulysse, Circé le reconnaît pour celui dont Hermès lui avait dès longtemps annoncé la venue, mais on ne sait pas pourquoi. On n'en saura pas plus, jusqu'à ce qu'un lecteur bien inspiré forge ou affabule une suffisante analepse et donc une explication. On aimerait lire aussi cette scène terrible où les compagnons comprendraient après coup qu'ils digèrent avec le cerf une chair toute humaine, à moins qu'Ulysse, nouveau Thyeste, ne se voie servir par Circé une viande dont rien ne lui indiquerait la nature antérieure, et on comprendrait mieux à ce moment-là qu'il refuse de manger, comme le dit le texte d'Homère. On voudrait encore produire au grand jour cette version où Euryloque prendrait la fuite, comme il a le dessein de le faire, sans plus obéir à Ulysse, quitte à croiser son chemin un peu plus tard ou un peu plus loin. On perçoit sur ces quelques exemples, j'espère, la nature des questions qu'une telle lecture, qui traque dans le texte ce que le texte ne dit pas, mais plus exactement de quoi le texte pourrait être, quelles autres versions on pourrait donner du texte, qu'une telle lecture pluralisante induit. Elle induit des interrogations qui engagent le sens à donner de l'épisode dans l'exacte mesure où on en imagine une autre version en procédant à une interpolation ou en lui donnant, le cas échéant, une suite ou un prolongement. Une nouvelle pédagogie s'invente dans cette lecture des textes au futur, dont nous donnons au terme de l'ouvrage quelques échantillons en suggérant de nouveaux exercices académiques. Je n'en retiendrai ici qu'un seul pour faire le lien entre l'ouvrage dont je vous parle aujourd'hui et mon enseignement à Lausanne, l'exercice qu'on pourrait appeler, sans oxymore, l'apocryphe heuristique, soit la production d'une variante, ou le cas échéant d'une continuation, qui vienne offrir une solution logiquement satisfaisante à un problème mis au jour dans l'analyse d'un texte, ou donner une fin plausible à une œuvre inachevée. Dans la bibliothèque de Circé, je suggère de lire la première partie de Manon Lescaut comme si la seconde était perdue. Comme s'il s'agissait, pour Des Grieux, de monnayer, comme il l'a toujours fait, les charmes d'une Manon bien vivante, quitte à affabuler une nouvelle suite, une nouvelle deuxième partie, qui puisse se substituer à l'invraisemblable épilogue américain que vous connaissez, pour lequel Prévost a peut-être bien recyclé ou délégué à un secrétaire un canevas manifestement conçu pour un autre roman. On a de sérieuses raisons de le penser. À Lausanne, j'ai invité l'an passé mes étudiants de master à confronter deux œuvres de fiction narrative d'un même auteur, dont l'une est considérée comme achevée et l'autre comme inachevée. Exemple canonique, La Chartreuse de Parme d'un côté, Le Rose et le Vert de l'autre. Pour l'œuvre achevée, ils avaient à réunir les informations sur les éventuelles versions concurrentes, les variantes, les hésitations, les réflexions du dénouement finalement retenu, pour projeter une fin alternative. Pour l'œuvre inachevée, je les invitais à rendre compte des raisons connues de cet inachèvement, de celles qu'on peut déduire de l'état du texte conservé, et d'imaginer les variantes nécessaires à un achèvement de l'œuvre sous la forme d'un synopsis, tout simplement, d'une ou deux pages. Et l'exercice consistait donc dans les deux cas à élaborer, on pourrait dire par métaphore, la grammaire dans laquelle une œuvre se trouve écrite, pour élaborer, à partir de cette grammaire, des variantes plausibles, ou plus exactement un complexe de variantes cohérents.
Et certains étudiants se sont payés d'audace, et vous devriez bientôt pouvoir lire dans l'atelier de théorie littéraire de Fabula la suite et la fin, sous forme de simple canevas, des âmes mortes de Gogol, ça fait longtemps qu'on l'attendait, des 120 journées de Sade et de l'homme sans qualité de Mouzy. Je tiens qu'un tel exercice, où le commentaire s'écrit sous forme de variante ou d'une version concurrente, permet d'évaluer une pleine intelligence des œuvres, soit tout à la fois un savoir érudit sur leur élaboration, leur genèse, une connaissance approfondie de leur logique interne et de la mécanique du récit, et un libre examen de leur potentialité. Il s'agit ni plus ni moins que d'un exercice de poétique, si le terme a encore un sens. C'est cette pédagogie du lire-écrire, du lire pour écrire, que nous appelons en tout cas de nos voeux et que j'essaye pour ma part de mettre en œuvre partout où elle est possible, à Beyrouth avant-hier, à Saint-Denis hier et à Lausanne aujourd'hui. La bibliothèque de Circé, c'est donc celle dont tout lecteur peut sortir avec un livre, non pas à la main, mais en tête, celui qu'il est à même d'imaginer et, pourquoi pas, d'écrire. Merci. Évidemment, quand Marc Escola faisait ce genre d'exercice, enfin se livrait à ce genre d'exercice dans les travaux dirigés de mes cours à la Sorbonne, j'étais assez soucieux parce que c'était les débuts de cette méthode, de cette démarche qui joignait réécriture et commentaire. Je me souviens même de sa prestation lorsqu'il était candidat à un poste de maître de conférence. Je crois que c'est la première fois que je vous ai vu en commission de spécialistes après votre thèse. Mais c'était moins audacieux à ce moment-là. Mais donc cette méthode, vous l'avez élaborée déjà depuis un certain nombre d'années. Bon, parfois elle m'inquiète, je ne le cacherai pas, dans ses vertus pédagogiques, et en même temps je reconnais qu'elle est assez ancienne. Elle se rattache d'une certaine façon aux exercices rhétoriques, aux exercices rhétoriques tout à fait classiques des jésuites. Et au fond, les dialogues des morts servaient aussi à mettre à l'épreuve d'une autre façon les connaissances qu'on pouvait avoir des textes et des auteurs en les mettant en scène dans un exercice non plus de commentaire, mais de réécriture. Donc il y a une belle tradition dont on peut se réclamer d'exercices de pastiche aussi. Tous les écrivains, enfin, au moins jusqu'à la génération de Proust, savaient pasticher. Et le pastiche, c'est un exercice qui rejoint ces deux traditions. Il faisait des vers, il pastichait, donc la réécriture faisait partie de l'apprentissage. C'est plus troublant à une époque où justement la formation n'est plus fondée sur ces exercices. Mais c'est en un certain sens les retrouver. Et puis à notre génération, il y avait un certain nombre d'exercices oulipiens qui allaient aussi dans cette direction. Après tout, dans l'Oudipo, il y a le potentiel qui renvoyait à ce type de démarche. Ce ne sont pas des questions, c'est des remarques. Non, je reprends la parole peut-être sur un point. Disons que la spécificité de la démarche, elle tient dans le fait que il y a un effet de retour sur le texte qu'on interroge. Disons que la vertu pédagogique de ce type d'exercice, c'est plutôt d'essayer de comprendre ce
qu'on voit dans le texte à partir du moment où on s'autorise à l'imaginer autrement. Alors que l'exercice académique de l'explication de texte, c'est un discours qui est essentiellement un discours de justification des effets, d'identification des effets produits par le texte et de justification de ces effets. Et à partir du moment où on s'autorise à voir le texte autrement ou à l'imaginer autrement, alors là, les exercices que je proposais portent sur des textes de fiction, mais on peut en inventer d'autres sur des textes relevant d'autres genres. Ça consiste à des opérations de substitution, par exemple, sur un poème, en se demandant ce que ça change si on passe de la première à la troisième personne, ou si on fait l'économie dans le texte de toutes les comparaisons pour ne garder que les métaphores. Enfin, sur ce type de variation, disons, c'est un autre type de pédagogie possible. Et notre point de vue, à Sophie Rabault et moi-même, c'est que c'est aussi une façon de remettre en circulation des œuvres littéraires. Oui, donc c'est pourquoi je renvoyais aux exercices qui étaient antérieurs à l'explication de texte. L'explication de texte a éliminé le discours au baccalauréat, a éliminé les exercices de la rhétorique qui étaient de l'ordre de la réécriture, toujours. Quand Proust avait encore un dialogue des morts à faire, bien, c'était... Il y a eu une tentative assez malheureuse dans les années 80, je crois, donc à l'initiative d'Alain Viala, pour réintroduire ce type d'exercice comme troisième exercice au baccalauréat, l'exercice dit d'invention qui s'inspirait de cette tradition rhétorique. Là, il me semble que c'est un peu différent, puisqu'ici, on reste dans l'espace d'un dialogue avec un texte. Il ne s'agit pas simplement de produire un texte à partir d'un texte, mais de regarder comment cet effort-là de dérivation va avoir un effet de retour dans la lecture du texte premier.